Et si vous pouviez voir l'avenir? Des guerres, des rois, des catastrophes, et même le jour de votre propre mort. Que feriez-vous avec toutes ces informations? Ces questions ont façonné la vie de Nostradamus. Cet homme reste sans aucun doute l'une des figures les plus mystérieuses de l'histoire. Mais qui était-il vraiment? Était-il un véritable prophète, capable de prédire les événements à venir? Ou simplement un homme qui écrivait des poèmes étranges, trop ouverts à l'interprétation pour être vraiment utiles? Bonjour et bienvenue sur la chaîne Shadow et Progresse en français. La chaîne qui vous aide à progresser en français, une petite histoire à la fois. Le principe est simple. D'abord, vous écoutez une phrase, puis vous la répétez à voix haute. Et ça, tout au long de l'histoire. Alors allons-y et plongeons dans l'histoire du jour. Aujourd'hui, nous voyageons dans le temps, plus de 500 ans en arrière, pour nous retrouver dans le sud de la France. Là, nous explorons la vie étrange et fascinante de Nostradamus. Aujourd'hui, son nom est familier pour beaucoup. Certains croient qu'il a prédit l'histoire. D'autres pensent que ce n'est pas possible. Mais à vrai dire, sa vie reste un véritable mystère. Mais quelles prédictions a-t-il faites? Et lesquelles restent encore à venir? Pour mieux comprendre la vie de Nostradamus, nous devons remonter au 14 décembre 1503, le jour où il est venu au monde dans une petite ville du sud de la France. Son vrai nom était Michel. Sa famille était instruite et respectée. Son grand-père a joué un rôle très important dans sa vie. Il lui a enseigné la littérature, les étoiles, les mathématiques et les idées anciennes. Michel était curieux et adorait apprendre. Dès son plus jeune âge, il voulait comprendre comment le monde fonctionnait. Quand il fut suffisamment âgé, il alla à l'université. Il étudia la grammaire, la logique, l'astronomie et la philosophie. Michel était un très bon étudiant. Plus tard, il se rendit dans l'une des meilleures facultés de médecine d'Europe pour étudier la médecine. Mais soudain, tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que la peste est arrivée. Les universités ont fermé. Les gens se sont enfuis. La mort était partout. À cette époque, il n'y avait pas de médecine moderne, pas de vaccins, ni d'hôpitaux comme aujourd'hui. À cette époque, les médecins avaient des idées très différentes. Par exemple, ils pensaient que les maladies étaient causées par les mauvaises odeurs et les esprits en colère. Ils utilisaient aussi des traitements douloureux qui, en fait, affaiblissaient surtout les patients. Mais Michel avait des idées différentes. Pour lui, une meilleure santé passait avant tout par de l'air pur, de l'eau propre, une nourriture saine et une meilleure hygiène. Ces idées semblent normales aujourd'hui, mais à l'époque, elles étaient très modernes. Pour combattre la peste, il conseillait aux gens de nettoyer leur maison, d'évacuer rapidement les corps des défunts, de boire de l'eau fraîche et de manger sainement. Il a même fabriqué une pilule de rose spéciale qui contenait de la vitamine C. Est-ce que cette pilule guérissait la peste? Probablement pas complètement, non. Mais Michel avait la confiance des gens. Beaucoup de personnes croyaient en ses méthodes. Bientôt, il fut surnommé le docteur de la peste. Mais une tragédie allait bientôt changer sa vie à jamais. Michel se maria et eut 2 enfants. Pendant un moment, la vie était belle et tout allait bien. Mais la peste revint en force et emporta sa femme et ses 2 enfants. Michel était dévasté. Et comme si sa grande perte ne suffisait pas,
les gens commencèrent à le critiquer. Imaginez un peu, un médecin qui prétendait sauver les autres, mais ne pouvait même pas sauver sa propre famille. Les rumeurs commencèrent à circuler. Les gens perdaient confiance en lui, et certains l'accusaient même d'avoir des idées dangereuses. Alors un jour, le cœur lourd, il a simplement quitté la ville. Pendant des années, il voyagea seul. Cette période sombre fut un tournant dans sa vie. Il se détourna de la médecine et commença à étudier des sujets tels que les textes anciens, l'histoire, la religion et même les étoiles. Et oui, à l'époque, l'astrologie était prise très au sérieux. Les rois croyaient que les étoiles contrôlaient tout. Les guerres, la santé, la politique et même leur destin. Finalement, Michel s'installa dans une petite ville appelée Salon de Provence, commença une nouvelle famille et profita d'une vie plus stable. Michel commença à publier des livres appelés des almanachs. Ces livres comprenaient des prévisions météo, des conseils pour les agriculteurs, des astuces médicales et de courtes prophéties. Il parlait du futur. Les gens les adoraient. Michel regagnait petit à petit le respect et l'admiration des gens. En fait, il devint si célèbre que la reine de France elle-même l'invita à Paris. Elle était très intéressée par l'astrologie et par son travail. C'est dans ces années qu'il commença à utiliser une version latine de son nom, Nostradamus. Cela le faisait paraître plus savant et plus mystérieux. Nostradamus publia son livre le plus célèbre, Les Prophéties. Le livre était rempli de courts poèmes, chacun composé de 4 vers. Mais l'aspect le plus remarquable de ces poèmes est qu'ils étaient très flous, remplis de symboles, de langues mélangées et d'images étranges. Pourquoi écrivait-il de cette façon ? Nostradamus expliquait que des prédictions trop claires pouvaient à lui être dangereuses, que les gens pourraient l'attaquer s'il était trop précis. Alors, pour se protéger, il utilisait des énigmes. À quoi ressemblaient ces poèmes ? Regardons 3 d'entre eux, pour que vous puissiez juger par vous-même. L'un est considéré comme vrai, un autre ne l'était clairement pas. Quant au 3e, eh bien, je vous laisse juger. La première prédiction concerne un tournoi de joutes. Pendant ces tournois, 2 combattants à cheval galopaient l'un vers l'autre à grande vitesse. Chaque chevalier tenait une très longue perche en bois appelée une lance. Le but ultime était simple mais dangereux. Faire tomber l'autre chevalier de son cheval. Mais quel est le rapport entre ces tournois et Nostradamus ? Dans l'un de ses poèmes, il parle d'un combat entre un vieux lion et un jeune lion. Il parle aussi du vieux lion blessé à l'œil et d'une mort prochaine. En 1559, le roi Henri II de France participa à l'un de ces tournois. Pendant le combat, son adversaire brisa sa lance. Un morceau de bois traversa le casque du roi et entra dans son œil. Le roi ne mourut pas immédiatement. Il souffrit pendant plusieurs jours, puis mourut d'une infection. C'est probablement la prophétie la plus célèbre de Nostradamus, car les détails correspondent étrangement aux circonstances de ce tragique accident. Tout d'abord, les 2 hommes portaient un lion sur leur bouclier. Ensuite,
l'adversaire du roi Henri II était effectivement plus jeune. Quant à la blessure à l'œil et à la mort suivante, elles correspondent presque mot pour mot à ce qui est dit dans le poème. Cependant, les critiques soutiennent que les accidents de joute étaient courants et que le poème est vague. De plus, les gens ont relié le poème à l'événement après qu'il se soit produit. Effectivement, à l'époque, personne n'avait immédiatement fait le lien entre l'accident et le poème. Alors, Nostradamus l'avait-il prédit ? Peut-être, peut-être pas. Passons maintenant à une autre de ses prédictions, une qui ne s'est clairement pas réalisée. Celle-ci est liée à septembre 1999. Il était rare que Nostradamus donne une date exacte. Dans cet exemple, il parle d'un roi de terreur venant du ciel, possiblement une période de grands conflits et de changements importants dans le monde. Beaucoup ont interprété ce poème comme l'arrivée d'une catastrophe géante, peut-être une guerre nucléaire, ou même la fin du monde. Les livres, les émissions de télé et les journaux en ont beaucoup parlé. Mais que s'est-il passé en 1999 ? Eh bien, rien de spécial. Aujourd'hui, la plupart des spécialistes débattent encore du sens du poème. Cette troisième et dernière prédiction est peut-être la plus troublante de toutes. Dans ces dernières années, Nostradamus était très malade. Il souffrait de la goutte, qui est comparable à de l'arthrite très douloureux. Il avait aussi les jambes gonflées et d'autres symptômes qui le faisaient souffrir. Il savait que son heure approchait. La légende dit qu'il aurait annoncé à son assistante « Vous ne me trouverez pas vivant demain matin ». Le lendemain, Nostradamus est effectivement retrouvé mort à l'âge de 62 ans. Après sa mort, Nostradamus est devenu encore plus célèbre. Les sceptiques, cependant, disent que ces poèmes sont trop vagues et trop ouverts à l'interprétation. Ils soulignent que ces thèmes apparaissent dans de nombreux textes historiques et que les guerres et les crises ont toujours existé. Ainsi, plus de 500 ans plus tard, les deux camps parlent toujours de lui, débattant de la nature de ses poèmes. Prédiction ou jeu de mots habile, légende fascinante ou illusion, seul le temps le dira. Et c'est là que réside la vraie magie de Nostradamus. Félicitations pour avoir écouté jusqu'à la fin. Nous espérons que vous avez aimé l'histoire du jour. Que pensez-vous des prophéties de Nostradamus ? Concernent-elles vraiment des événements futurs ? Ou que ces poèmes sont simplement ça, c'est-à-dire des poèmes ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous lire. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. À très bientôt dans un prochain épisode.